Voilà, bonjour à toutes et à tous. Comme Pierre Kunsch m'a dit qu'il avait beaucoup de choses à vous apprendre, je commence à l'heure juste en me présentant d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pierre Devroy, je suis membre de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, professeur émérite à l'ULB, et on se demande évidemment, en dehors de notre amitié, à quel titre je pourrais présenter Pierre Kunsch, qui est à la fois licencié en sciences physiques de l'Université de Liège, et puis, c'est quand même très impressionnant, docteur en sciences de la célèbre école polytechnique fédérale de Zurich en 1977, avant de devenir agrégé de l'enseignement supérieur à l'ULB en 1996. Alors, il a fait une double carrière, à la fois à l'université et dans l'industrie, en particulier dans le domaine du nucléaire, puisqu'il a été cadre à la Belgo-Nucléaire, puis chez Siemens, et enfin senior economist en charge des études économiques et financières à l'Organisme national de gestion des déchets radioactifs, l'ONDRAF. Alors aujourd'hui, il est retraité, mais un retraité très actif intellectuellement, professeur honoraire en recherche opérationnelle de l'École polytechnique de Bruxelles, et professeur honoraire de la Solvay Business School de la VUB. Alors il continue à être actif, comme je vous le disais, dans ses domaines de prédilection, les domaines de l'énergie, de l'économie, de la finance, de l'environnement, avec les outils qu'il maîtrise le mieux et qui sont évidemment particulièrement intéressants dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui sur les bulles financières, les outils d'analyse systémique et multicritères. Alors quand même, j'ai vu qu'il était mis hier. Donc mes souvenirs d'histoire économique me font penser évidemment à des bulles dont il sera peut-être question, à les tulipes évidemment. Voilà, les bulbes de tulipes et puis toutes ces bulles qui se sont succédées depuis finalement le XVIe et le XVIIe siècle. Voilà, Pierre, tu as la parole. Merci Jean-Pierre, est-ce qu'on m'entend? Oui, vous m'entendez tous, oui. Alors, j'ai un petit problème de temps parce que je me suis aperçu que j'ai beaucoup trop de matériel par rapport à un cours conférence d'1 heure, 1h15. Donc, peut-être certaines choses, je vais lire. Vous m'excuserez, je sais bien que c'est pas un cours très actif, peut-être très participatif, mais ça me permettra peut-être d'arriver au bout. Peut-être certaines choses, je vais même devoir sauter parce que je crois que j'ai trop de matière. Et en fait, c'est un cours conférence, donc on pourrait dire c'est un cours ex cathedra que j'essaie de faire. Alors donc, c'est les bulles. Ça c'est le sujet, vous l'aurez compris, les bulles financières, et on va effectivement parler de bulbes aussi par la suite. Alors j'essaie de faire avancer, voilà, ça c'est le résumé que vous connaissez. Alors j'essaie de faire, très rapidement, d'abord en 2 mots, pourquoi je pense que c'est important, pourquoi ça fait partie en fait de mes convictions, quelque part, les bulles, j'aime bien m'en occuper. Ah oui, ok. Et je pense que ce que j'aimerais bien que mon idée, c'est ce que j'ai fait souvent au cours de ma carrière, notamment à la VUB, où j'ai eu beaucoup de travaux sur les bulles financières avec les élèves de la Solvay Business School. J'espère faire passer un message d'où viennent les bulles, pourquoi, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les éliminer. Alors, d'abord des exemples du passé, puis 2 exemples au XXIe siècle où nous sommes. Les crises, en fait, dans lesquelles nous nous trouvons encore. D'un côté, les bulles. Je vais parfois un peu mélanger crise et bulles. En réalité, il y a d'abord les bulles, et puis il y a les crises après. Et ça, c'est la règle, pratiquement toujours. Il y a des bulles qui sont pas très importantes, mais il y en a d'autres qui sont de dimension mondiale. Et puis quelques considérations finales qu'on peut peut-être continuer dans les questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Là, je n'ai pas de solution miracle. Alors, première chose, pourquoi c'est important,
hein, donc c'est un slogan d'une eau minérale bien connue. La vie est nulle sans les bulles, oui, c'est vrai. Et pour moi, sans les bulles financières, la vie est peut-être nulle. Alors il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Je pense qu'il y a dû y en avoir aussi. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Au temps du troc, je pense que c'est pas une nouveauté. Donc, et il y a toujours eu des dégâts collatéraux, je dirais ça, bon, qui étaient plus ou moins importants. Dans le temps, c'était des bulles artisanales, et puis aujourd'hui, c'est mondial. Et alors, tout ce qu'on observe aujourd'hui avec les moyens de communication, les réseaux sociaux jouent un rôle très douteux là-dedans. On en parlera un petit peu. Et alors, il y a eu 2 très graves crises. Oui, comme ça. Il y a eu 2 très graves crises au XXIe siècle déjà. Hein, nous sommes encore dedans, je pense. On n'est pas tout à fait sorti de la crise de l'euro non plus. Et c'est le résultat de 2 bulles. Hein. Et actuellement, on est la crise énergétique. Hein. Si vous regardez vos factures, il y a une bulle énergétique, c'est certain, des factures allemandes. Alors, donc, bubbles matter, hein, pour utiliser une formule à la mode. Alors, l'expérience du passé. Bon, d'abord, j'ai pas mal consulté la littérature, hein, donc il y a des bouquins extrêmement nombreux là-dessus, de la théorie économique classique jusqu'à des livres plus de la psychologie des marchés, etc. Alors, mon expérience vient d'un livre très célèbre de Kindleberger à Lieber, donc dont le titre résume bien, en fait, de quoi on parle. C'est Manias, Panics and Crashes, hein, crashes. C'est clair, ça se termine toujours par un crash. Je donne 2 exemples ici. Donc voilà, ça c'était la bulle au Japon qui a ruiné le Japon pendant une dizaine d'années, le tigre asiatique, qui maintenant a été remplacé par la Chine, et on aura peut-être, j'en parlerai très brièvement, peut-être aussi une bulle qui est en train d'exploser depuis 10 ans en Chine. Alors le Nasdaq, hein, donc ça c'est la bourse des valeurs technologiques à New York, la crise de ce qu'on appelait les dot-com, hein, donc qui est une crise Internet et qu'on ne souhaiterait pas voir se répéter avec ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle, par exemple. Donc la bulle, pour moi, c'est le résultat d'une spéculation. Parfois je vais me tromper, je vais dire, au lieu de bulle, je vais dire spéculation. Je pense personnellement que toutes les spéculations donnent lieu à des bulles qui peuvent être d'ampleur limitée et vice-versa. Toutes les bulles résultent d'une spéculation. Alors, à ce qu'on doit joindre les opinions de Greenspan, qui était le patron de la SEC, donc aux États-Unis, l'autorité de contrôle des marchés boursiers, des marchés financiers plutôt aux États-Unis, qui parlait de irrational exuberance. Hein, j'adhère assez bien à ce message. J'admire aussi au message de Keynes, hein, qui est le grand économiste qu'on connaît d'avant-guerre, hein, qui a laissé son nom aux politiques keynésiennes dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. Il parlait des animal spirits, bien que lui-même était un très grand spéculateur à la bourse, et il a gagné beaucoup d'argent. Alors, voici donc, moi je crois que chaque cas, j'essaie très rapidement, peut-être j'aurai pas le temps chaque fois c'est un exercice que vous pourrez peut-être faire quand vous aurez c'est d'abord de voir quelle est la bulle, qu'est-ce qui explose, hein, finalement, et qu'est-ce qui implose. Oui, j'ai une erreur peut-être dans la formule avant, c'est qu'on a parlé d'explosion. Je crois qu'il faut plutôt dire implosion. Alors, d'abord, 3 questions quand même fondamentales. Qui spécule, hein? Je vais dire qui spécule, puisque je suis d'avis que tous ceux qui spéculent créent des bulles. Quel est l'élément financier qui croît et implose? Et alors, quel est l'objet matériel, ce qu'on appelle le sous-jacent, hein, j'en parlerai pas mal de celui-là, ou le collatéral, pour utiliser des termes de finance, qui est l'objet sur lequel on spécule. Ça peut être un objet comme les tulipes qu'on va voir à Amsterdam au XVIIe siècle, ou bien ça peut être des actions ou d'autres choses, peut-être des panneaux photovoltaïques aussi, on en parlera un petit peu. Et enfin, et ça c'est peut-être la chose fondamentale, quelles sont les ressources financières qui alimentent la bulle? Alors on essaiera des exemples historiques de tirer des exemples. Voilà, Kindleberger cite un certain nombre je n'insiste pas, j'en ai laissé certaines qui se passent aux États-Unis, qui se passent en Amérique du Sud. Ça va, on m'entend? Oui, ok. Je vais pas les traiter tous, ça prendrait beaucoup de temps. Alors ici, les bulles ancêtres, il y en a 4 que je vais rapidement traiter. Donc,
Moi, j'entends ça comme un modèle. Je fais de la finance behavioriste, behavioral finance. C'est-à-dire que je crois qu'avec les bulles, on échappe en fait complètement à la rationalité économique, donc à des marchés qui sont en équilibre, qui sont autorégulateurs, pour tomber dans des mécanismes psychologiques, peut-être qui ont lieu avec la cupidité humaine, finalement. C'est peut-être la chose la plus simple à dire. Alors, la bulle archétype, et là je vais rapidement lire, parce que, pour ne pas perdre trop de temps, donc je vous lis la spéculation. Donc, c'est l'exemple archétype qu'on trouve dans tous les livres sur les bulles, hein, il y en a un certain nombre. Elle tourne autour de l'achat, c'est la tulipe mania, donc c'est bien une mania, en 1636 qu'elle a explosé. Elle tourne autour de l'achat et de la vente de bulbes de tulipes aux Pays-Bas. C'est bien un pays de tulipes. Je ne sais pas si on disait déjà la Hollande, c'était les Lagelanden, je crois, à l'époque. Hein. Je m'adresse à mon promoteur ici qui est historien, enfin si tu vois des erreurs. Donc beaucoup d'habitants marchands et bourgeois sont riches, c'était le Gouden Eeuw, hein, le siècle d'or des Pays-Bas, qui s'était libéré du joug espagnol. Ils sont riches, ils prennent un intérêt un peu trop excessif pour les bulbes de tulipes qui sont venus pour la première fois de Turquie, qui ont fait l'objet de manipulations génétiques. Donc ce sont des objets génétiquement, comment est-ce qu'on dit, manipulés. Je pense que c'est des greffes. Moi, je connais pas les techniques, ça n'a pas d'importance. Il ne s'agit donc pas d'acheter les tulipes elles-mêmes, mais les bulbes, dont certains n'existent même pas encore, hein, donc ils sont en préparation. Et donc il y a une sorte de folie qui s'empare des gens, et certains prix sont montés, par exemple ici pour la tulipe Semper Augustus, dont le prix a été multiplié par 600, donc 6000%, je crois que c'est ça. Par 60, hein, 6000%. Cette vente a été vendue à 10 000 florins, à peu près 100 000 € de nos jours. Les marchands profitent de l'effet de mode pour on fait grimper les prix, ça c'est la spéculation. On achète et on revend à prix plus élevé, bien entendu. Et on anticipe par des promesses de vente, c'est qu'on en parlera assez bien dans l'exposé, les ventes à découvert. C'est-à-dire qu'on anticipe qu'il y aura, donc on fait un accord avec quelqu'un pour dire voilà, on va acheter à tel prix, mettons dans 2 mois, parfois même des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les futures dans les marchés financiers. Ce sont des billets à effet qu'on achète et qu'on vend à un certain prix, donc il faut payer une petite prime, évidemment, donc ça permet d'enrichir les caisses des vendeurs aussi. Les Pays-Bas sont très forts en finance, comme tout le monde le sait, probablement meilleurs que les Belges. Les marchands offrent aussi des prêts à ceux qui souhaitent acheter, avec l'idée de pouvoir revendre par la suite, avec des prix aussi élevés, un tel endettement. Ah oui, parce que, donc, en réalité, les marchands offrent des prêts aux acheteurs. Hein. Ils disent, voilà, je vous fais un prêt, un taux, évidemment, assez élevé, sans doute. Hein. Donc, à un moment donné, il y a un énorme endettement et le prix est tellement monté qu'on commence à avoir la trouille. Hein. On a peur que ça descende. Et il y a des premières reventes qui sont de toute façon nécessaires parce qu'on arrive au moment de payer ses dettes. Donc, il y a des ventes à perte qui commencent à se faire, ce qui commence à réduire les prix, et c'est l'effet boule de neige. La chute libre, c'est ce qu'on appelle le krach en allemand. Hein. C'est typiquement un mot allemand. En très peu de temps, car on s'empresse de vendre pour trouver encore un acheteur à prix baissé. Donc, il faut trouver une contrepartie. Ça, c'est le problème de tous les marchés. S'il n'y a plus de contrepartie, ben, c'est fini. Ce qui devient de plus en plus difficile. Un krach monstrueux qui ruine énormément de gens. Alors, le gouvernement de l'époque, et là, on peut dire quand même que les Hollandais, c'était pas mal à l'époque, ils ont, pour éviter une grande misère qui était réelle, hein, Amsterdam en tout cas, ils ont pris en charge une partie de la dette. C'est ce qu'on appelle en finance, c'est le prêteur en dernier recours, qu'on a vu aussi au moment de la bulle des subprimes, où on a sauvé les États, on a dû sauver les banques. Les banques qui étaient menacées de faillite, eh bien, c'est ça qui a été fait à l'époque. On s'arrange aussi pour les billets à effet. On ne doit payer que 10% du montant qui a été convenu avec les vendeurs. Voilà. Donc, on apprend pas mal de choses. Hein. J'ai mis ça ici, bon, vous lirez à l'aide. On apprend qu'il peut y avoir des faillites, hein, bien sûr, qu'il peut y avoir
des financements par des promesses de vente, par des instruments financiers qui ont déjà été découverts à ce moment-là, et qu'on a aussi même un prêteur de dernier recours qui est l'État, qui peut être l'État et qui parfois doit l'être pour éviter une catastrophe. Alors, je continue. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc, alors, à ce propos-là, John Stuart Mill, qui est un philosophe, auteur, en fait, c'est lui qui a créé la théorie de l'utilitarisme, dont je ne vais peut-être pas beaucoup en parler. Donc, l'utilité, c'est la maximisation du bien-être pour le plus grand nombre. Hein, on peut évidemment discuter. Lui a fait, et c'était longtemps après, en 1848, a formalisé ça. On cite ça aussi dans tous les bouquins. Alors, je ne sais pas si on a le temps de lire. Oui, ok, on peut le lire. On a l'impression, donc c'est vraiment une spéculation sur des objets ici, pas concrètement, sur les marchandises. Ça peut porter aussi sur autre chose, sur du maïs, du bois, peut-être du pétrole plus tard. On a eu beaucoup de spéculations sur le pétrole. Lorsqu'il y a l'impression générale que le prix du marchandise est susceptible d'augmenter en raison d'une demande supplémentaire, d'une récolte insuffisante, voire même d'un embargo éventuellement, hein, comme on a eu dans la crise le premier choc pétrolier avec l'OPEC. Les négociants sont enclins à augmenter leur stock afin de profiter de la hausse attendue. Cette disposition tend en elle-même à produire l'effet qu'elle attend, c'est-à-dire une hausse des prix. Donc c'est vers ça qu'on va dans toutes les spéculations. Si la hausse est considérable, elle attire d'autres spéculateurs qui, tant que les prix n'ont pas commencé à baisser, sont disposés à croire tous les maux sont importants, qu'ils continueront à monter. Ceci, par de nouveaux achats, produit une nouvelle progression. Ainsi, une hausse des prix qui, à l'origine, était justifiée par des raisons rationnelles devient donc irrationnelle. Hein, comme disait Greenspan, c'est une irrational exuberance. Et elle est souvent accentuée par des achats purement spéculatifs jusqu'à ce qu'elle dépasse de beaucoup ce que les raisons initiales justifiaient. Au bout d'un certain temps, on commence à s'en rendre compte, le prix cesse d'augmenter et les détenteurs, pensant qu'il est temps de réaliser leur gain, s'empressent de vendre. Puis les prix commencent à baisser, les détenteurs se précipitent sur le marché pour éviter une perte encore plus grande. Et comme peu de gens sont disposés à acheter dans un marché en baisse, ça c'est aussi quelque chose d'important, le prix chute beaucoup plus bas, beaucoup plus brusquement qu'il n'a augmenté. Alors il y a un dessin qui représente ça. Ici, bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc ici à gauche, on a en fait une logique de marché. Hein, parce que les bulbes, bon, ça a une certaine valeur que les économistes appellent une valeur fondamentale ou intrinsèque, et l'exubérance pousse à des folies. C'est le greed, hein, le greed en anglais, comment est-ce qu'on dit, l'avidité au gain qui pousse à... Alors, il y a ici, à un moment donné, il y a une chute parce qu'on se rend compte, d'abord parce qu'on n'a plus assez d'argent. Souvent, les bulles sont basées sur des endettements qui sont très importants. Alors, il y a une sorte de rebond, hein, ça c'est typique dans les bear markets, qu'on appelle le marché baissier, et alors la peur explose, et alors on doit chercher implose, et on doit chercher une contrepartie, hein, qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la théorie du greatest fool. Hein, les Britanniques ont aussi pas mal contribué là-dedans, et on arrive au désespoir avec peut-être des suicides à la fin. Enfin bon. Alors, une des bulles les plus spectaculaires de l'époque de l'Ancien Régime en France, après le règne désastreux de Louis XIV, hein, qui a ruiné son pays par ses guerres, c'est la banqueroute de Lowe. Donc la banqueroute, en anglais, on appelle ça a bank run. Alors, je vais lire peut-être ici. C'était la bulle du Mississippi, qu'on a appelée comme ça, parce qu'elle était basée sur les spéculations que pouvaient avoir les spéculateurs sur les fortunes du Mississippi, l'or du Mississippi. Alors, John Law, il avait d'abord fondé une banque, hein, en fait, pour essayer de renflouer les caisses de l'État français, donc quasi vide. Il était écossais, donc au-delà de la mer, donc assez mal apprécié en France. Hein. Vous savez que la France a presque toujours été en guerre avec les Britanniques. Enfin, à l'époque, c'était pas encore les Britanniques, peut-être, je sais pas, j'ai dit peut-être quelque chose. Sa banque sera victime de jalousie. Il crée une monnaie papier. Donc, c'est une des premières monnaies papier.
Avant, on avait des monnaies en dur, des pièces métalliques, où on payait en or éventuellement ou en bijoux, etc., que l'on peut échanger contre les pièces métalliques et les paiements en espèces, or et diamants, qui doivent servir de sous-jacent. Donc il faut évidemment, pour qu'il y ait une valeur à ça, il faut qu'il y ait un collatéral, un sous-jacent. Un prix de départ pour l'achat de ces papiers est ainsi fixé en tenant compte des promesses de richesse de Louisiane, la Nouvelle-France, dont l'or présumé des mines du Mississippi, d'où le nom de la bulle. Sur cette base, les spéculateurs enthousiastes achètent en masse des papiers, et dès lors le prix monte. Donc on commence une spéculation, et puis on revend, on touche de l'argent, on réachète, etc. La spéculation des agioteurs grandit avec achat et revente à prix majoré, bien sûr. Et on attend à ce que ça va toujours monter. Mais à un moment donné, le prix n'a plus aucun rapport avec les gages en or qui sont derrière, ou en diamant, qui sont derrière, comme en dépôt derrière tout ça, qui fixe donc une valeur réelle de la monnaie, d'autant plus que l'Ancien Régime, en quête d'argent pour ses guerres, en a confisqué la plus grande partie, en collusion avec les amis de Law qui souhaitent sa banqueroute. En fait, alors ses ennemis viennent retirer leurs gages en faisant crouler la banque de Law. Donc il y a eu à ce moment-là, d'autant plus qu'on a su que l'or du Mississippi n'était qu'un mirage. Apparemment, il n'existe pas ou c'était pas suffisant pour avoir une réalité industrielle par rapport à ça. Dès lors, le cours de la monnaie s'écroule et on a bien une banqueroute. Donc, bank run, on a découvert aussi à ce moment-là la bank run avec des troubles rue Quincampoix. Je suis étonné de savoir qu'il y avait une rue Quincampoix. Je crois que c'était à Liège qu'il y avait une rue. Il y a une rue Quincampoix. Il y a eu des troubles, des morts, etc. Donc les gens se battaient. I want my money back, comme disait Madame Thatcher à une autre époque. Voilà. Donc ça, c'est la banqueroute de l'eau. Et donc j'ai mis chaque fois donc qui, quoi et comment. Comment est-ce qu'on arrive à financer cette bulle. Donc, et ce qu'on a appris, c'est que on a appris beaucoup de choses. C'est que si on n'a pas un sous-jacent valable, ça ne peut pas marcher en fait. Alors il y a eu en même temps, ça je ne vais pas beaucoup insister parce que là c'était vraiment une escroquerie, c'était le South Sea Bubble qui était du côté anglais, donc du côté, l'un c'était à Paris, l'autre à Londres, et avec comme gage des titres des revenus spéculatifs en Amérique du Sud, qui est notamment le commerce des esclaves. Donc bon, c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié aujourd'hui, d'où le nom de South Sea Company. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que, en fait, donc ça a marché pendant tout un temps. Newton a même fait pas mal d'argent, je cite Newton là quelque part. Mais en fait, tout ça n'existait pas parce que l'Amérique du Sud, c'était aux mains comme vous le savez, vous l'avez appris dans les cours d'histoire, le pape avait partagé la possession de l'Amérique du Sud entre le Portugal et l'Espagne. Donc les Brits n'avaient rien à faire là-bas. Et donc tout ça s'est écroulé d'autant plus qu'il y a eu des fuites alors vers Paris, où on se disait Paris c'est plus sérieux, la banque Law, etc. Donc on transporte tous les titres sont partis. Et alors on a eu donc un effondrement. Alors là, c'est là ce qu'on appelle le sauve qui peut. Donc en fait, ce qu'on dit en anglais, ici je l'ai mis en allemand, die letzten beißen die Hunde. Donc les derniers sont mordus par les chiens. Donc il faut vendre le plus vite possible avant que le marché dégringole tellement qu'on ne peut plus trouver personne qui est prêt à acheter, puisqu'on achète en baisse. Et ça, plus personne ne va faire. Alors les assignats, encore un exemple aussi de malheureux qui a en fait repoussé pour pas mal de temps l'introduction de la monnaie papier. Ça se passe après la terreur de Robespierre. Donc je ne sais plus les dates exactes, mais enfin ça a commencé, je crois en 1780. Oui, ça avait commencé peut-être déjà un peu au moment de la Révolution française. Et de quoi s'agissait-il? Là, c'était du papier-monnaie. Donc on a donc on pouvait les échanger contre des pièces métalliques, et on pouvait en fait l'idée était aussi de financer un petit peu l'État, la Révolution avec ça. Et le sous-jacent, c'était quoi? C'était les biens nationaux qui avaient été confisqués, etc. Alors il y a eu une spéculation et le gouvernement de l'époque, du Directoire,
a fait tourner la machine à billets, la machine à assignats, et évidemment, à un moment donné, donc, quand vous achetiez un assignat, vous deveniez propriétaire d'une partie de des biens nationaux confisqués. Hein, et vous payez évidemment vous payez en espèces métalliques. Et alors, évidemment, aussi achat-revente, et puis on en diffuse tellement que finalement, les biens nationaux, ça ne comptait plus. Alors Talleyrand a dit, ça c'est pas pratique, on annule tout ça, on va mettre à la place, on va confisquer les biens du clergé, où ils étaient peut-être déjà confisqués. Là, il y a des trésors immenses, et on revient au papier, on revient à la monnaie, métallique. Donc, en fait, spéculation, et là, ce qu'on a appris, qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est ça. Quand on met trop de monnaie en circulation, une mauvaise politique monétaire, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Parce que les biens nationaux, ça ne compte pas. Il y a donc une politique monétaire inadaptée et bien sûr, de nouveau, un bank run. I want my money back. Ça, c'est clair. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses, je dirais, de ces exemples ancêtres. Moi ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup regardé ces choses. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, donc, c'est que ça sort donc du rationnel, je l'ai déjà dit. Donc, on a une valeur intrinsèque d'un sous-jacent et on crée une sorte d'exubérance irrationnelle par rapport à ce bien, donc qui n'a pas du tout la valeur qu'on lui prête. Et on essaye donc par des achats-ventes, de faire monter les prix le plus possible. Et puis, à un moment donné, on arrive à une situation où le marché est baissier. Et donc, il faut trouver à un moment donné ce que les Anglais, j'ai déjà dit, appellent le greatest fool, hein, l'imbécile absolu qui est prêt encore à acheter en baisse parce qu'il n'y a plus aucun espoir de rétablir le marché. Alors, avec mes étudiants, j'ai fait des travaux, j'ai beaucoup de travaux là-dessus avec mes étudiants. On a étudié aussi les subprimes, par exemple, dont je parlerai tout à l'heure. On n'a peut-être pas la spéculation à Amsterdam. Et ici, donc, en fait, c'est toujours un peu je lis peut-être rapidement. Donc, à droite, on a le modèle classique selon Adam Smith. Hein. Adam Smith, je pense que tout le monde connaît ça. La main invisible. Donc, l'origine de la richesse des nations, c'est la main invisible qui se met en place automatiquement du fait qu'on a une autorégulation du marché. Il y a encore Milton Friedman, par exemple, qui croyait encore à ça. Hein. Bon, il y a de moins en moins de gens qui y croient. Mais donc, on a un équilibrage à une valeur fondamentale, une valeur intrinsèque qui est qui a une existence un peu en dehors des choses, qui permet donc d'arriver à un équilibre par ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, qui sont ici des boucles de contrôle. C'est pour ça que j'ai représenté par deux bras de, je ne sais pas si on voit non, on ne voit rien. Je sais pas, le petit, je ne vois plus. Ah oui, ici, voilà. Vous voyez, ici, il y a un bras de balance, là aussi, entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les deux se dirigent dans des sens opposés, et à un moment donné, ils se rencontrent. Ça, c'est la théorie classique de l'équilibre. Alors, la théorie de John Stuart Mill, hein, que lui n'a pas utilisé des boucles de rétroaction, mais c'est un peu ce qu'il dit. Ça, c'est la traduction de John Stuart Mill avec ce qu'on appelle la dynamique des systèmes, donc la dynamique des boucles de causalité circulaire. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est on sort de la logique de l'équilibre pour rajouter une bulle spéculative, donc qui est ici, qui est une boule de neige. En fait, c'est l'effet boule de neige de la montée brutale des prix, hein, et qui donc déséquilibre tout à fait. Donc, on sort de l'autorégulation qui n'est pas possible simplement par les forces du marché. Hein. Bon, je n'insiste pas plus. Nous avons bâti pas mal de modèles autour de ça. Aussi la crise de l'immobilier en Espagne, par exemple, parce que mon étudiant était très intéressé par ça. J'en parlerai très brièvement. Alors, au 19e et 20e siècle, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de bulle, évidemment. Hein. Donc, il y en a eu beaucoup. Alors, je vais en citer 3 ici, rapidement, et voilà. Alors, le canal de Panama, ça, c'est quelque chose qui est très dommage, parce que, en fait, c'était un beau projet au départ. J'essaie de retrouver mon texte, je vais le lire aussi. Donc, le creusement du canal, la bulle du canal de Panama s'est produite à la fin du 19e siècle.
Ferdinand de Lesseps, donc le héros du canal de Suez sous Napoléon III, a voulu réitérer son exploit pour percer l'isthme de Panama entre l'Atlantique et le Pacifique. Fantastique, donc il y a des promesses de gains absolument incroyables. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé, et là c'est pas encore une spéculation, parce qu'on pourrait dire, c'est logique, qu'on essaye de faire une souscription. Donc on fait une souscription dont un très grand nombre de Français participent. Ça se passe au niveau de la France, la Troisième République, juste avant, pas longtemps avant l'affaire Dreyfus. 850 000 souscripteurs pour, à un moment donné, au bout de quelques mois, 400 millions, je ne sais pas en quelle monnaie, je suppose que c'était des francs, je ne sais pas très bien, ou des francs or peut-être, dont la moitié disparaît au bout de quelques mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu là quelque chose. Le problème, c'est que les souscripteurs, dans un immense projet comme celui-là, un projet qui est mal évalué en plus, parce qu'il y aura plein de difficultés, donc on a des tas de problèmes de moustiques, de marécages, il y a à un moment donné jusque 15 000 ouvriers sur le site. Bon, donc on doit procéder à plusieurs souscriptions. Et pour, évidemment, comment rembourse-t-on les souscripteurs? Donc, au fond, ce sont des bonds, c'est des obligations. Une souscription, c'est une obligation. Une obligation, c'est un titre de dette. C'est pas la même chose qu'une action. C'est un titre de dette. Donc, on le rembourse avec un dividende en une fois. C'est un 0 coupon, par exemple, ou bien on reverse tous les ans, par exemple, un certain montant, un certain dividende, par coupon, etc. Mais ici, c'est un système un peu particulier qu'on a adopté. J'ignorais d'ailleurs que ça existait. C'est les souscriptions par lot. Lot, c'est le mot loterie. C'est-à-dire, c'est une loterie, en fait. Donc, on tire au sort un certain nombre d'heureux élus qui reçoivent donc le montant du capital qui a été investi plus. Et alors, pour ça, il faut passer devant la Chambre pour pouvoir faire ça. Donc, chaque fois qu'on a besoin de rajouter une souscription, on doit aller à la Chambre. Et alors là, évidemment, il y a eu la corruption des parlementaires. Il faut bien le reconnaître, c'est une réalité. Même, paraît-il, Clémenceau aurait été mêlé à ça. Enfin, on n'a jamais très bien su. Heureusement qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Après, il a pu se récupérer. Mais l'argent dont vient vite à manquer à cause de ça, et aussi parce qu'on a mis en place un système de pyramide. Je vais beaucoup en parler, du système de pyramide. Je crois que c'est le système fondamental des bulles aujourd'hui. C'est-à-dire, comme vous avez un très grand projet, il n'y a pas de rentrée. Donc, comment est-ce qu'on doit rémunérer les heureux élus qui touchent l'argent? Eh bien, on prend l'argent des rémunérations qui sont là, des nouvelles rémunérations pour les rembourser. Et en plus, on paye des dessous de table aux politiciens, voilà, aux parlementaires. Et donc, à un moment donné, c'est la faillite. Il manquait encore, donc, par rapport à 1,5 milliard, ce qui est un montant colossal pour l'époque, il manquait encore 600 millions pour éviter la faillite. Et là, la Chambre refuse. Et donc, Ferdinand de Lesseps, qui était très malade, doit alors décliner. Il y a un procès, enfin, il y a eu tout le monde. La Troisième République a failli être balayée avec cette histoire-là. Donc, ce sont les conséquences. En fait, de la bulle, c'est une crise. La bulle, évidemment, c'est la montée des prix. Alors, ce qu'on a appris, c'est que aussi que quand il y a des projets de grande ampleur comme ceux-là, on cite aujourd'hui la gare de Mons comme exemple, par exemple, ou le tunnel sous la Manche, eh bien, en général, il y a un facteur 3 en ce qu'on avait prévu comme budget initial et la réalité. Bon, ici, c'était le cas, c'était même peut-être plus. Voilà. Alors, je regarde un peu l'heure, oui, ça va. Bien. Alors, je continue. Donc, on peut avoir là des problèmes d'incertitude et il faut en tenir compte quand on fait ce genre de jeu. Alors, ça, c'est une spéculation que j'aime beaucoup. C'est l'exemple basique du montage pyramide. Donc, je vais dire que ça existe peut-être depuis très longtemps. Donc, c'est ce montage qui consiste à faire miroiter aux gens qui vont avoir beaucoup d'argent. Et comme on doit à un moment donné, donc il y a toute une série de gens qui se font d'ailleurs les porte-paroles pour attirer d'autres spéculateurs, et puis on paye
les premiers spéculateurs avec les seconds, avec l'argent qu'on a perçu, etc. Donc ça, c'est le système pyramide qui a été utilisé dans de vrais exemples. Et Thérèse Imbert, c'est l'exemple même de cette spéculation qui est décrite dans, je sais bien que c'est pas très scientifique, dans le bouquin de Pierre Bellemare, hein, vous connaissez les bouquins de Pierre Bellemare, qui s'appelle « Les génies de l'arnaque », et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en lisant ça. Et c'est tout à fait d'actualité, j'aime autant vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'elle a inventé là? Elle a inventé un héritage fictif d'un père naturel américain très, très riche, Mr. Crawford, qui n'existait pas, bien entendu. Il y avait conflit parce que il aurait fait 2 testaments en parallèle, l'un en faveur de ses 2 fils légitimes qui n'existaient pas, et l'autre en faveur de Thérèse, qui, en attendant qu'on lui donne raison par des procès, devait conserver son héritage en attendant dans son coffre, avenue de la Grande Armée à Paris. C'est pas rien. Elle avait pu l'acheter grâce, évidemment, aux gens qui ont mis de l'argent pour pouvoir financer les nombreux procès qu'elle a eus. Il y aurait eu, et là il y a plusieurs versions, mais comme il n'y avait rien, en réalité il n'y avait rien, ce qu'elle disait parfois, il y a 100 millions en actions françaises au porteur. Donc tout, c'est complètement anonyme, bien entendu, insiste au porteur. À d'autres moments, elle parlait de 100 millions francs or. Bon, un montant considérable, je ne sais pas ce que ça vaudrait. Alors évidemment, tout Paris ouvre des grands yeux, il y a des procès. Donc on entend parler les 2 frères Crawford qui en réalité sont des frères de Thérèse et qui n'existent pas et qui font des procès pour essayer de retarder. Pendant 20 ans ça a duré. Il y a des milliards de francs d'euros actuels peut-être qui ont passé. Et tout Paris il y avait des réceptions somptueuses, plantureuses. Pourquoi? Parce qu'elle promettait de plantureuses rémunérations. Alors comment est-ce qu'elle les payait? Par le système pyramide, c'est tout simple. On attire de nouvelles personnes et on paye ceux qui venaient avant avec les nouveaux paiements. Alors, donc voilà, alors jusqu'au moment où quelqu'un a dit, mais au fond, où est-ce qu'ils habitent, ces Crawford? Ils sont à New York. Alors elle donne une adresse, on va voir, c'est un square, et rien du tout. Et alors on se décide quand même à ouvrir le coffre. Donc il y aurait eu 100 millions en or, ou 100 millions d'actions, et on trouve un vieux journal et un sou italien. Voilà, il n'y avait rien. Donc ça, c'est typiquement d'un montage de spéculation avec un sous-jacent qui est purement dans l'imagination des gens. C'est bien pire que les tulipes, parce que les tulipes, il y avait au moins quelque chose. Ici, il n'y avait rien du tout. Mais enfin, elle en a bien profité. Elle a pu filer à temps, mais elle a quand même été condamnée, mais comme tout le monde trouvait ça formidable que le tout Paris s'était fait avoir, on a bien rigolé, et elle a été condamnée à une peine très légère à la suite, bien qu'il y a eu des millions, des centaines de millions peut-être qui ont passé. Bon. Alors, donc la pyramide de Ponzi, voilà, j'ai expliqué, c'est ça, il ne faut pas aller plus loin. Donc c'est un système. Ponzi lui-même, c'est plus ancien, ça c'est 1920 à peu près. Il avait, donc lui, c'était un Italien. Bon, attention, je ne vais pas dire du mal des Italiens. J'ai un ami ici qui est italien. Il est parti à Boston et puis il s'est dit tiens, ça c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors il avait créé un trafic parallèle, mais il paraît que ça n'a jamais rien rapporté, de coupons de téléphone qu'on achetait moins cher à New York qu'en Europe. Alors il essaie de faire ce qu'on appelle des arbitrages pour se récupérer un petit peu. Mais son truc c'était là. Et là, c'était des tout gros montants aussi. Donc le spéculateur, finalement, qui sont les spéculateurs là-dedans? Ça, c'est une bonne question. J'avais dit, qui spécule? Oui, bien sûr, il y a le type qui est à la tête, il y a Madame Imbert, mais c'est surtout les gens qui se sont laissés prendre, qui sont les spéculateurs. C'est eux qui croient qu'il y a quelque chose, et qui sont prêts à mettre une fortune dans ce truc. Et alors, ça s'arrête quand? Au moment où on arrive à de tels excès, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'endettent pour avoir ça. On voit ça maintenant avec le trading online. J'en parlerai un petit peu si j'ai le temps. Il y a d'énormes. Donc, c'est le sous-jacent, c'est la solidité financière des épargnants finalement, et l'impatience qu'ils ont. Alors, pour calmer les impatients, évidemment, le système pyramide, il est idéal, mais à un moment donné, ça échoue. Ça, c'est clair, à un moment donné. Et là, le spéculateur, il n'a qu'une seule solution, il doit
déguerpir le plus vite possible avant qu'on découvre le pot aux roses, et tous les autres sont ruinés, hein, parce qu'ils tous ceux qui n'ont pas touché au début sont ruinés. Alors, une des grandes bulles du 19e, du 20e siècle, pardon. On est déjà c'est la bulle de 1929, je fais un saut dans le temps, qui est la source de la Grande Dépression. Donc, de nouveau, une bulle qui a conduit à une crise économique gravissime, qui a failli, mais pratiquement toute l'économie mondiale a été presque mise par terre, sauf en France, parce que la France n'avait pas trop d'elle, était en très grande faiblesse économique. Elle a été très peu touchée par cette crise. C'est un peu étonnant. Je ne sais pas en Belgique, je ne sais pas s'il y a eu je pense que oui, il y a eu quand même des problèmes. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On avait évidemment des bourses à ce moment-là. On a développé beaucoup la bourse dans Wall Street, tout le monde connaît ça. C'est mieux qu'Amsterdam au XVIIe siècle. On est dans la période folle, la guerre est déjà un peu loin, il y a une euphorie incroyable. On danse avec Joséphine Baker, je dis quelque chose. On invente toutes sortes d'activités, la radio, la voiture, l'aviation. Il y a des grandes compagnies General Electric, Siemens en Allemagne. L'Allemagne qui était sortie déjà quand même de sa très grave crise d'inflation de 1920, qui a conduit, je n'en parle pas ici. C'était aussi une bulle, l'inflation c'est une bulle. On a de plus en plus de boursicoteurs. Et puis on offre aux gens, le gouvernement américain veut développer la bourse, parce que la bourse c'est important pour financer l'économie réelle, dirait-on aujourd'hui. On finance les entreprises. Donc si on va go public, c'est aller pour pouvoir vendre des actions pour rémunérer son capital des actions avec également des dividendes. Alors, on peut acheter des call loans qui sont évalués à 10% de leur valeur du moment. Mais comme on se dit, la bourse n'arrête pas de monter. Ça, c'est aussi une des caractéristiques des bulles, c'est qu'on croit que ça va continuer à monter. Comme les tulipes, ça va continuer indéfiniment à monter. Donc, si on a un problème, on s'endette, mais c'est pas grave, on vend avec un prix plus élevé et on rembourse cette dette. Voilà. Et ça continue jusqu'à un certain moment, évidemment, où on arrive à une limite aussi de l'endettement. Et d'autre part, il faut dire, c'est une époque où il n'y a encore aucun contrôle des marchés financiers. Donc les organismes de contrôle que nous connaissons aujourd'hui n'existent pas. Et ils ont été créés après par par Roosevelt avec le New Deal, qui a été la solution à cette crise, parce que tout s'est écroulé. Donc les marchés boursiers se sont écroulés, les banques se sont écroulées, il y avait en même temps une bulle immobilière, on parlera un petit peu des bulles immobilières par la suite, donc il n'y avait plus moyen de financement, les banques n'avaient plus de liquidité, donc c'est un peu le même phénomène qu'on a eu avec la crise de l'euro, donc on ne savait plus financer quoi que ce soit, donc toute l'économie, explosion du chômage, des misères extraordinaires, et cette crise en fait on peut dire elle est à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce que le New Deal a fait, Adolf Hitler l'a fait aussi en Allemagne. Pour sortir de cette crise terrible, il a développé ses usines d'armement. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un peu le problème. Alors, une suite peut-être aussi de tout ça, c'est l'affaire Stavisky. Ça se situe dans ces années très troubles. Donc dans les années 30, très trouble, l'affaire Stavisky, je ne vais pas beaucoup insister. Là aussi, c'est une affaire de politiciens en grande partie. Et c'est ça, on a dit d'ailleurs que c'était probablement à la base de la naissance de la théorie du complot judéo-maçonnique, parce que la plupart des banquiers qui étaient derrière ça étaient donc juifs, et en plus les politiciens qui ont été corrompus par cette bulle qui a donné une crise terrible de la Troisième République étaient francs-maçons. Donc voilà, donc ça a eu des conséquences quand même très graves. Qu'est-ce que c'était? C'était là, donc pour le dire en deux mots, donc on émet des bons de caisse sur la base de mont-de-piété. Vous savez ce que c'est le mont-de-piété? Donc on apporte des objets de valeur, des montres, des diamants, de l'or, je sais pas ce que c'est, et puis et on vous donne de l'argent pour payer vos dettes, et puis si un jour vous ne savez jamais repayer, on vend et puis on s'engraisse avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, si tout se passe bien, il n'y a peut-être pas de problème, ça peut être des services publics. Mais ici, il a été très fort, donc c'est une de ces escroqueries.
il a corrompu des tas de politiciens locaux en leur disant « ouvrez des monts de piété », sans doute qu'on leur payait aussi des dessous-tas, enfin je ne sais pas très bien. Hein. Et donc, tout ça, on mettait donc au coffre, donc on faisait expertiser des vrais diamants, des vrais objets de valeur, et puis on mettait des verroteries ou des objets sans valeur à la place dans le coffre. Hein. Il y avait un grand coffre qui était le sous-jacent, comme le coffre de Madame Imbert, ça c'était le sous-jacent. Alors évidemment, ça s'est écroulé à un moment donné. Alors ici, donc cette affaire de la pyramide, c'est vraiment quelque chose qui inspire énormément de gens. Et j'écoutais encore l'émission Cash Investigation sur France 2, il y a quelques jours, la semaine passée, j'ai mis quelque part, je crois, je vous conseille vraiment, avec Élise Lucet, c'est formidable cette émission. On citait encore l'exemple d'une bulle avec le trading online. Donc c'est vraiment le trading d'actions ou même de monnaie étrangère sur du forex, hein, c'est un des outils de spéculation. Et voilà, et on a retrouvé ici, bon, je saute un peu dans le temps, il y a la fameuse affaire Madoff, hein, que vous vous rappelez sans doute, hein, on est tous des âges un peu avancés peut-être, suffisamment avancés, sauf quelques-uns. Ça n'a fait qu'exploser en 2008 cette affaire. Hein. Donc il était en plus le chairman du Nasdaq. Le Nasdaq qui était d'ailleurs la première, le stock market, donc la bourse des valeurs d'actions, qui a commencé avec avec le digital, donc déjà, parce qu'il y avait déjà Internet à ce moment-là, hein, certaines formes d'Internet. Donc c'était déjà une bulle digitale, et il y en aura probablement encore beaucoup. Bon, alors les bulles modernes, je regarde l'heure, hein, ça va, j'ai encore à peu près une demi-heure, un peu moins. Ok, je continue avec les bulles modernes. Et alors là, donc je passe assez vite ici, parce que finalement, ce que je veux vérifier, c'est ma thèse. C'est qu'on sort de la logique d'un marché. La spéculation, ça a quelque chose à voir avec la cupidité des gens. Donc c'est faire de l'argent en faisant monter, en général, des prix, mais peut-être autre chose aussi éventuellement. Hein. Chaque fois, c'est pas toujours, il faut un peu réfléchir parfois. Où est la spéculation? Hein? Par exemple, Madame Imbert, c'était pas le prix, c'était la promesse d'avoir quelque chose, on met de l'argent, voilà, et on a des rendements, oui, parce qu'elle promettait évidemment des rendements mirobolants. On ne dirait pas usurier, puisque c'était l'inverse, c'est elle qui les donnait. Et alors ici, la bull of the counter, ça c'est très intéressant, parce qu'on est déjà dans l'époque, en fait, des transactions électroniques, justement. Je parlais du Nasdaq. Et donc, il y a les Golden Boys, hein, l'époque, on a parlé à un moment donné des Chicago Boys, avec Milton Friedman, etc., qui avaient vraiment des spéculations. Donc, peut-être le rôle les ordinateurs ont joué un rôle, parce que donc, si on lance des ordres, par exemple, on peut triquer, hein, je ne sais pas comment on dirait en français, les ordinateurs, par exemple, en donnant l'impression qu'un cours va diminuer, et alors on vend pour renforcer la descente aux enfers, et puis on rachète juste à un moment où c'est pas encore trop tard, le greatest fool, et puis alors, voilà, le cours remonte, et alors on vend à quelqu'un à un prix beaucoup plus élevé, on peut faire des milliards avec ça. Et c'est ce qui se passe avec cette spéculation. Alors, c'est ce qu'on appelle donc les ventes à découvert, qui sont encouragées, j'en parlerai un tout petit peu parce que j'ai pas le temps de donner un cours de finance, par tous les nouveaux produits financiers que nos mathématiciens, moi j'en ai connu certains, moi-même j'ai été tenté par ça à un moment donné, parce que je suis quand même mathématicien, ce sont tous ces produits, ce qu'on appelle les produits dérivés. Attention, c'est pas toujours mauvais un produit dérivé. Les options, par exemple, les futures, hein, on a vu les futures Amsterdam, les warrants, etc. Donc, ce sont des techniques mathématiques qui permettent au départ de se préserver de chute des cours. C'est pour ça qu'on parle d'instruments de hedging. En anglais, ça veut dire hedging, c'est protéger. Hein, par exemple, on veut dire, bon, je vais acheter, c'est souvent dans les marchés de matière, par exemple, vous achetez du cacao, par exemple, et on achète un future pour fixer le prix, hein, parce qu'on craint que le cours ne monte, donc on fixe le prix à une certaine valeur qui est acceptable pour l'entreprise. Alors, évidemment, si le cours a très fort monté, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Par contre, si le cours a très fort baissé,
Ben, c'est le spéculateur c'est celui qui a émis le future qui coûte une fortune. Hein. Et c'est ainsi que Warren Buffett, par exemple, qui est un grand spéculateur américain qui a fondé une société spécialisée un peu dans ce genre de technique, il est multimilliardaire. Je voyais qu'il était encore là en 2024. Apparemment, il vit toujours. Enfin, bon, donc, c'est ça. Alors, on utilise d'autres mécanismes qui sont ce qu'on appelle les effets de levier. Donc, on met peu d'argent, c'est un peu le cas d'ailleurs des options, pour gagner beaucoup, peut-être. Hein. Alors, il y a ce qu'on appelle le leverage buyout, bon, qui est très bien expliqué dans une émission de Cash Investigation aussi de Elise Lucet. Elle a très bien expliqué ça. Elle est allée voir les gens parce qu'elle est très critique vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rachète des entreprises. Ce sont des junk bonds. C'est une technique de junk bonds. Donc, c'est pas des actions, c'est des obligations pourries. On en verra d'autres exemples, etc. Alors, je ne vais pas passer trop de temps. Alors, avec mes étudiants, mais je n'ai pas le temps de regarder, on a un petit peu voulu comprendre le marché des actions, hein, parce que j'ai écrit quelques articles là-dessus. Bon, et alors j'ai regardé l'Eurostoxx, hein, donc c'est les valeurs industrielles européennes, hein, donc un panier de grandes entreprises européennes. Et il y a eu évidemment, à cette époque-là, hein, donc cette époque, à peu près à cette époque-là, après le lundi noir, c'était le lundi noir en 1987, et on voit donc il y a ce qu'on appelle un bull market, donc ça c'est une croissance très forte, et puis tout à coup un effondrement qui est évidemment beaucoup plus rapide, donc c'est toujours le sauve qui peut à un moment donné quand le marché. Alors, donc il y a des modèles qu'on peut faire avec la dynamique des systèmes qui est des boucles de rétroaction qui est la technique, donc j'ai comparé les fondamentalistes qui eux, c'est eux qui stabilisent le marché selon la théorie économique, et alors il y a évidemment les spéculateurs qui eux, et c'est ce qui s'est passé lors du lundi noir, et ils s'endettent à mort pour pouvoir acheter des actions, donc ils spéculent à la hausse tout le temps. Alors qu'en réalité, un bon, si vous jouez à la bourse, moi j'étais membre d'un club d'investissement, j'ai pas gagné grand-chose, contrairement à Newton et Keynes non plus. Il faut toujours être contrarian, c'est-à-dire acheter quand ça baisse. Mais il faut pas que ça baisse trop, parce que sinon, bon, là vous êtes the greatest fool. Hein. Bon, alors la dot-com, encore un exemple de ça. Donc c'est un peu dans le même style de choses. Et ça, c'est une boucle technologique qui est très intéressante, je dirais, par rapport à ce qu'on pourrait craindre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est basé sur l'Internet. Donc l'Internet, on a exagéré, on a cru que Internet c'était bien, et puis finalement c'était pas bien. Et donc il y a eu des bulles aussi, et des spéculations, et tout s'est écroulé, et il y a eu une crise. Okay. Alors je passe au sujet pour lequel peut-être certains d'entre vous sont venus. Je passe à une autre bulle qui est extrêmement préoccupante, je dirais, parce qu'elle s'est prolongée jusqu'en 2024. C'est les bulles photovoltaïques. Bon, les bulles photovoltaïques, d'abord une petite introduction. Peut-être, attendez, je vais peut-être lire mon texte pour ne pas perdre trop de temps. Ce sont des spéculations, en fait, qui reposent, chose curieuse, sur le prix de l'électricité. Donc, on spécule sur le fait que le prix de l'électricité va augmenter. Eh bien, ça, on verra bien. Ça va choquer certains, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques ici dans la salle? Non? Ah, je suis rassuré, parce que ça peut être un problème, peut-être. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est une longue histoire, hein, et ça se termine, c'est-à-dire que ça va être la fin de mon exposé. Pour créer un marché, le photovoltaïque, c'est une très belle invention, mais c'est quelque chose qui finalement n'est pas très intéressant pour développer un marché de masse. Hein, donc ça s'adresse aux particuliers qui peuvent mettre ça sur leur tête. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment rentable en réalité. Hein, si vous avez une production qui est comme ça, vous voyez, ici ça c'est la production, j'ai pris ça la semaine passée, je crois. Ça c'est la production entre le 26 mars et le point. Donc vous avez une production autour de midi, hein, là où vous avez en général le moins besoin d'électricité, par exemple. Hein, et donc le matin et le soir il n'y a rien, la nuit vous n'avez rien. Or la pointe de puissance dans presque tous les pays européens, c'est le matin, au moment où on se lève, on prend son petit déjeuner, on écoute peut-être la radio, il y a une pointe à ce moment-là de la demande, et ça, elle est incapable de la fournir. Et donc, c'est ce qu'on voit ici à droite. Hein, j'ai pris ce dessin-là dans
un site, je crois que Testachat a aussi consacré plusieurs études à ça. On voit bien en gris, c'est la demande d'électricité d'un ménage, hein, avec 2 pointes le matin et le soir, et la production, c'est au milieu. Là, on a besoin de moins. Donc, il y a un surplus. Il y a une grande partie qu'on ne peut pas utiliser. Et on estime, bon, on peut s'arranger, évidemment, pour faire des lessives, par exemple. Hein, ici, c'est à droite. Un peu déplacer le moment où on fait sa lessive, on la fait au milieu de la journée si on est chez soi, ou bien on met un système automatique qui enclenche le... Donc on peut un peu améliorer, mais au total on a toujours moins à peu près 40% qui est utilisable. Donc 40% est utilisable. Donc ça veut dire si vous prenez une facture de l'époque, d'abord ça coûte très cher à l'époque parce qu'il n'y a pas encore de grand marché, donc ça coûte très cher. Donc le rendement, moi j'ai calculé, c'était 1,3%. Donc ça veut dire que vous avez un temps de retour de 70 ans pratiquement. Donc 70 ans, c'est quand même beaucoup. Alors si vous êtes un fanatique écolo, bon, vous dites oui, ça peut aider. Oui, vous réduisez un peu votre consommation d'électricité. Mais ça ne peut pas marcher pour avoir un grand marché. C'est pas possible. Hein, ce ne peut être que quelques fantaisistes qui installent ça. Alors les Allemands, toujours eux, se sont dit on va créer un grand marché en Europe. D'abord, nous, on va fabriquer des panneaux photovoltaïques parce qu'ils ont la compétence. Non, c'est pas tellement compliqué, finalement, à faire. C'est une invention merveilleuse pour rentabiliser l'investissement en le plaçant sur le réseau. Donc, on a des déchets importants, donc plus de 60%. Eh ben, mettons-les sur le réseau. Hein, donc, on injecte sur le réseau et alors, on va payer pour ces injections. Et alors, on va payer avec un mécanisme. Là, je n'ai plus suivi très bien l'histoire. Je crois qu'au début, il y avait aussi, on aidait un peu l'investissement, etc. Ça coûtait très cher. Je crois que c'était, peut-être certains, on en discutera dans le débat. Je crois que ça coûtait 7 000 € le kilowatt crête. Hein. Donc, crête, ça veut dire la puissance maximum. Mais ça, on ne va jamais au kilowatt crête, hein, presque jamais, hein, puisque c'est juste autour de midi. Et encore, c'est peut-être 60% de la puissance. Donc, on va aussi tenir compte. Donc, on va récompenser les injections sur le réseau. C'est ce qu'on appelle le feed-in, en leur donnant un tarif. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont un feed-in tarif avec Erneuerbare Energiegesetz et EG hein, en Allemagne. Mais nous, on n'avait pas ça. On a pensé à un autre truc. On va donner des certificats verts. C'est-à-dire que le certificat, c'est quoi ? C'est quelque chose qui atteste qu'on a produit une certaine quantité d'électricité verte et on peut la vendre sur un marché aux fournisseurs qui, eux, sont tenus par les règles de l'Europe qui dit il faut que chaque fournisseur doit avoir autant de pourcents d'énergie verte dans son portefeuille de production, etc., dans sa production. Et alors on peut donc le vendre à des prix qui étaient d'ailleurs très élevés, plusieurs fois le prix de l'électricité de l'époque, hein, donc le prix du marché de l'électricité, et avec une durée de validité, si je me rappelle bien, de 15 ans. Alors on a tellement voulu pousser cette spéculation, et de nouveau nos politiques ont joué là un rôle un peu douteux, hein, c'était pas encore... Oui, il n'y avait pas encore des écologistes au pouvoir à ce moment-là. Je crois que c'était enfin bon, je ne vais pas citer le nom. Hein. Ils ont donné des masses c'est comme les assignats. On a créé une inflation de certificats verts. Donc le certificat, c'est un truc un peu comme vous donnez, votre fils n'a pas pu aller à l'école, vous lui donnez un certificat pour dire oui, ok, mais il a quand même fait son devoir. Ici, c'est la même chose. Vous n'avez pas produit assez d'énergie verte, mais je vous donne un certificat qui atteste que vous avez produit autant de pourcents d'électricité verte. Parce qu'il n'y a jamais de connexion entre un producteur et son client. Hein. Donc, de toute façon, c'est quelque part une arnaque, à mon sens. Hein. Bon, enfin, on peut en discuter. Hein. Et donc, voilà. Et alors, évidemment, tout ça, ça donnait une énorme spéculation qui a conduit donc à ceci. Donc, celui qui a spéculé là, pourquoi est-ce que les gens ont spéculé? Parce qu'ils se sont dit « Ah, ok, ça c'est très bien. Donc ça veut dire que moi je paye beaucoup moins ma facture d'électricité puisque je reçois une rémunération en plus des fournisseurs d'électricité. Hein, ils me remboursent une partie de ma facture. D'autant plus que, on va le voir après, on avait aussi introduit le compteur qui tourne à l'envers. Enfin bon, ça vient après. Alors, donc, voilà, à un moment donné, on annonce, c'était plus devenu tenable parce qu'il n'y avait plus de marché.
On avait produit tellement, comme les assignats, il n'y a plus de marché. Ça ne valait plus rien. Or, le prix était fixé. C'est la même chose avec les assignats. Il y avait un prix fixe, c'est pour ça qu'on a dû les supprimer. Et ici, on a dit, on ne sait plus tenir parce que c'est plus possible. On a une dette. La Wallonie, je pense qu'en Flandre, c'était la même chose, a un passif de 1,6 milliard d'euros. Rien qu'avec les trucs, parce que le marché s'est écroulé. On ne sait plus alimenter. Les fournisseurs, ils n'ont pas besoin de ça. Et puis le prix il est tellement élevé, alors ils préfèrent à la limite payer l'amende que leur impose la Commission européenne. Hein, voilà. Donc le marché s'est écroulé avec un effet d'annonce. Ça, c'est l'erreur fondamentale à ne pas faire. On a annoncé qu'à partir du 1er janvier, je ne sais plus quelle date, 2013, on allait payer beaucoup moins. Hein, je ne sais pas je connais pas, il y en a. Je vois certaines personnes qui ont peut-être des panneaux ici, qui vont pouvoir me répondre. Et donc, d'autre part, donc ceux qui viennent, donc c'est un système pyramide, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant, ils ont touché leur argent, ceux qui viennent après, ils n'ont plus rien, hein, parce qu'on va carrément supprimer, ou bien on diminuait aussi la durée de validité, etc. Donc il y a eu, vous voyez, il y a un plateau à ce moment-là. Donc c'est vraiment un mécanisme de marché qui s'est mis en route à ce moment-là. Alors, le deuxième bulle, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est maintenant. Donc on a la deuxième bulle qui a explosé, hein, parce qu'on a continué alors avec le compteur qui tourne à l'envers. Donc c'est quoi le compteur qui tourne à l'envers? Quand vous avez une injection, donc il y a votre compteur qui tourne, donc à la limite, si vous produisez assez, eh bien, vous avez une facture qui tombe à zéro. Elle ne devient pas négative. Ça, c'est le chose. Il y a pourtant des gens qui s'en sont plaints, les prosumers, ce qu'on appelle, qui s'en sont plaints que ça ne peut pas devenir négatif. Et là, donc, le truc, c'est une rémunération, une contre-rémunération de la facture par les injections. Hein. Et alors, en plus, quand il y a eu la guerre il y a deux effets. En 2013, on a 2012 déjà. On a annoncé, les factures ont très fort augmenté, comme on va le voir dans une minute, avec le gaz d'Ukraine, etc. Donc, installer des panneaux photovoltaïques pour réduire vos factures, hein, ce que des tas de gens ont fait, parce qu'à partir de 2014, on va diminuer le tarif des injections par 6. Donc, il y a eu une bulle énorme, vous voyez ici, donc qui est montée. On a fait monter, en fait, vous voyez, au départ, on était là, après l'éclatement de la première. Maintenant, on se retrouve avec 10 gigawatts. Il faut savoir qu'on n'avait que 6 gigawatts de nucléaire. Maintenant, on a 10 gigawatts solaires qui produisent à peine 10% de l'électricité et encore pas au bon moment, hein, comme on l'a vu. Donc ça, c'est cette spéculation qui s'est écroulée, qui coûte extrêmement cher aux Belges, parce que ceux qui n'ont pas de panneaux, c'est eux qui doivent évidemment payer pour ça. S'il y a par exemple 20% des gens qui ne payent plus leurs factures, à peu près le nombre de gens qui a... Heureusement qu'on a changé de système, parce que c'était plus tenable. S'il y a 20% des gens qui ont donc des panneaux qui tournent à l'envers, et bien à ce moment-là, ça veut dire que la facture augmente, c'est purement arithmétique de 20%. Parce que les prix, les coûts fixes des entreprises de distribution sont les mêmes. Alors ici, la bulle immobilière, je vois que j'ai plus le temps, je vais passer très vite. En fait, les bulles immobilières, c'est un peu un aller-retour avec des bulles, les bulles boursières. On fait de l'argent, on s'endette pour construire, par exemple, des maisons, des garages, etc., pour pouvoir louer. Il y a eu ça au Japon, il y a eu ça en Espagne. Hein, donc des crises terribles qui ont suivi. Le Japon, qui était le tigre asiatique, a été dans la misère pendant 10 ans, quoi, avec ça. Et l'Espagne aussi, il y avait la période face après Franco, l'entrée dans l'euro, beaucoup d'argent, beaucoup de spéculation sur les maisons de vacances, niveau d'endettement. Presque toutes les bulles, en fait, c'est des problèmes d'endettement. Ici, j'ai mis un peu je vais passer très vite, mais si vous voyez après l'exposé, vous pourrez regarder. Donc, en fait, les bulles, c'est souvent comme ça. C'est une période face. C'est rare qu'on ait une bulle dans une période qui n'est pas face quelque part. Il y a quelque chose. Bon, vous me direz, la bulle photovoltaïque, c'est vrai que c'est la crise peut-être du gaz qui l'a provoqué, mais c'est souvent comme ça. Donc, et alors, méfiez-vous aussi quand quelqu'un vous parle d'un changement de paradigme. Par exemple, la bulle Internet, c'est le new market, c'est le Big Bang à la bourse. Moi, je me rappelle encore de tout ça dans les années 2000, hein, c'était et maintenant, on est un peu en train de faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Et ça, je crois que c'est le grand danger.
Alors ici, l'immobilier, il y a la Chine qui est un très grand. Alors moi, je voudrais passer, c'est la dernière, je vais essayer de le faire en 10 minutes, si j'ai encore une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. C'est les bulles du shadow banking. Moi, je crois que ça, c'est vraiment le grand danger aujourd'hui. Les bulles du shadow banking, on l'a déjà vu avec peut-être aussi avec le problème des panneaux photovoltaïques, ça vient beaucoup des comment est-ce qu'on appelle ça maintenant, les annonceurs, non pas les annonceurs, comment? Les influenceurs, voilà. Quand vous regardez, par exemple, si vous suivez un peu Internet, moi je suis un peu sur les réseaux sociaux, tous les jours, des masses de réclames pour toutes sortes d'histoires, hein, y compris du trading online, hein, et les panneaux photovoltaïques ne coûtent plus rien, diminuez vos factures, etc. Et c'est ça qui est terrible. Donc, en fait, on a un système où on trouve des moyens de financement. C'est un peu ça, les bulles. On sort des logiques économiques, donc de la banque et des bourses, hein, qui sont des choses indispensables, je dirais, pour une vie économique. On ne saurait pas vivre si on n'avait pas de banque. La preuve, on a dû quand même sauver les banques, hein, Dexia et Fortis, etc. Bon, si on n'avait pas ça, toute l'économie s'écroule comme en 1929. Donc, le shadow banking, c'est une spéculation qui dit on ne va pas se financer par les méthodes classiques, donc de la bourse, des emprunts, etc., et des ventes d'actions, mais on va trouver des chemins détournés de le faire en dehors du regard des régulateurs, hein, des régulateurs qui ont été mis en place. Hein, en Belgique aussi, on a une autorité de contrôle des banques et des marchés financiers. On va essayer de passer en dessous. Alors, l'exemple même de ça, il y a plusieurs exemples, je les traite en vitesse. C'est bien entendu, un exemple de shadow banking, c'est bien entendu tout ce qui tourne autour des spéculations digitales, hein, dont on parle beaucoup maintenant à propos du Bitcoin, par exemple, hein, ce qu'on appelle les monnaies cryptées. Donc, on utilise une technologie qui est remarquable, c'est la blockchain, hein, qui est une sorte de grand livre qui enregistre toutes les transactions, etc., de manière cryptée. Donc, en principe, c'est inviolable. Mais en réalité, c'est une spéculation. Pourquoi? Et qui donne lieu à des bulles, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sous-jacent. Hein, il n'y a aucun sous-jacent à part le cours lui-même. Donc ceux qui ont investi au départ, c'est un peu un système pyramide, il y a d'ailleurs plusieurs auteurs qui le disent, on investit quelques euros, et puis tout à coup ça devient 1 million d'euros. Et puis évidemment ça s'écroule. Celui qui arrive après, qui a acheté quand c'était très cher, et puis il se retrouve, il n'a plus rien, quoi, il a perdu sa culotte. Donc voilà, donc ça c'est typique ce genre de choses. Les crypto-monnaies, il n'y a pas de sous-jacent. Hein, donc le sous-jacent, un peu comme Madame Imbert, il n'y a pas de sous-jacent. Donc c'est la chute libre à un moment donné. Mais on joue quand même avec ça. Et c'est très inquiétant parce que ça part maintenant déjà à Wall Street, à New York. On peut déjà acheter des paniers d'indices. Donc c'est basé, sous-jacent, au fond, c'est un panier d'indices. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Et là, peut-être que l'intelligence artificielle, on dit que la Silicon Valley Bank, vous avez sans doute suivi, Crédit Suisse sont tombés en faillite, ce serait dû à ça. Parce qu'ils ont transféré des fonds à un moment donné, où il y a des fonds qui sont sortis. Il y a eu une fuite des capitaux vers les bitcoins, par exemple. Il y a d'autres monnaies virtuelles. Hein. Alors, l'exemple le plus dramatique, c'est la crise des subprimes. Hein. Vous voyez ici la faillite de Lehman Brothers. Je pense que tout le monde se souvient de ça. Donc, c'est une grande spéculation qui, en fait, tournait autour des crédits hypothécaires accordés, donc je lis rapidement, hein, à des banques modestes. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Les taux normaux, c'est des primes, et les subprimes, ce sont des taux, en fait, qu'on accorde un peu à tout le monde, même des gens dont on sait qu'ils n'ont pas la faculté de rembourser leurs prêts. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est dans une phase d'euphorie où les prix des maisons montent. Hein. Ça, c'était un peu la situation à ce moment-là. En 2006, ça a éclaté en 2007, en fait. Oui, la bulle elle-même a commencé à éclater en 2007. Et donc, en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que la Fed a donc rehaussé ses taux d'intérêt, à ce moment-là, on va le voir et à ce moment-là, évidemment, plein de gens n'ont plus su rembourser. Alors, les banques avaient, évidemment, c'était des taux variables, donc il n'y a pas de problème, ceux qui
les gens qui ne savent plus rembourser, on vend la maison. Hein, c'est ce qu'on appelle les foreclosures en anglais. Ben, évidemment, si vous avez la moitié des maisons qu'on met sur le marché, les prix s'effondrent. Et alors, d'un autre côté, ils avaient créé un système de shadow banking, donc la banque de l'ombre, la banque noire, qui était qu'on a créé des produits financiers, ce qu'on appelle des titres par titration, qui sont adossés, donc l'adossement aux subprimes. Évidemment, comme les subprimes n'étaient pas très solides, ces titres eux-mêmes se sont écroulés au moment où il y a eu un problème. Et qu'est-ce que ça leur permettait de faire? Ça permettait, ces titres n'entraient pas dans les comptes de la banque, et donc on pouvait en fait ne plus respecter les critères de liquidité. Donc les autorités bancaires insistent pour qu'on ait un certain taux de liquidité, et donc évidemment quand le système s'est écroulé, il n'avait plus assez de liquidité, d'où une énorme crise bancaire qui s'est propagée autour du monde parce que toutes les banques avaient, et surtout en Belgique, surtout acheté de ces titres, des jeunes banques, en fait, c'était des jeunes banques, et donc on fait faillite, on n'avait plus d'argent, on a dû pomper des milliards dedans. Donc ça, c'est la crise. Et pourquoi est-ce que c'est justement du shadow banking? Parce ça permettait de passer en dessous des radars voilà, donc ici, j'explique, donc voilà, rapidement, hein, donc on voit ici en haut le prix des maisons en vert, et puis le taux d'intérêt qui était très bas, donc les prix des maisons n'arrêtaient pas d'augmenter, donc le sous-jacent était bon, puis tout à coup, on augmente le taux d'intérêt en bleu, et puis c'est l'effondrement, avec tous les problèmes annexes. Alors je ne vais pas insister plus, donc les ratios coûts, aussi les agences de notation qui ont donné, vous avez sûrement entendu parler, qui ont donné à tous ces titres, cette jungle bonds ont donné des AA, des triple A par exemple, hein, alors qu'en réalité, c'est rien du tout. Alors je viens au dernier, je vois que j'ai 10 minutes pour expliquer, c'est la bulle des énergies renouvelables. Donc c'est la suite de ce que j'ai raconté avant pour les panneaux photovoltaïques. Donc de nouveau, c'est une bulle. Pourquoi? Parce que donc les énergies renouvelables intermittentes, c'est quoi? C'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Donc ni l'un ni l'autre ne sont faits pour des marchés importants. Bon, pour développer des marchés importants, parce qu'ils sont vraiment pas intéressants en réalité quand on regarde. Bon, les panneaux photovoltaïques, ça peut être acheté par des particuliers. Évidemment, les éoliennes, c'est souvent des institutionnels qui vont acheter des éoliennes pour produire de l'électricité. Donc, la seule façon de les rendre rentables, hein, on peut parler des facteurs de charge, etc. Je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est de les adosser au réseau. Il faut donc, si on fait de l'autoconsommation, de l'autofinancement et de l'autoconsommation, il n'y a jamais aucun marché qui se serait développé. Parce qu'on produit quand on n'a pas besoin, hein, c'est vrai aussi pour en plus, le prix la valeur de l'électricité, elle est nulle, parce qu'il n'y a pas de valeur de l'électricité, parce que le juste prix, le prix, ça se calcule comment? À partir de la valeur des ressources qu'on a mis dedans. Or, les ressources, c'est quoi? Un investissement. Bon, il y a l'amortissement de l'investissement, et il y a le soleil et le vent qui sont gratuits. Là, je donne raison aux écolos. C'est gratuit. Donc, il est impossible de fixer un prix pour ces. Et de toute façon, comme ça ne produit jamais quand on a besoin d'électricité, quelque chose qui ne produit pas quand on a besoin du produit, de ce produit, ben c'est zéro. C'est même nul, hein, c'est même négatif à certains moments. Donc, on voit alors, donc, on a adossé donc au réseau, on devait développer un grand réseau, donc il y a plein de frais pour développer, et on a choisi le mode feed-in, donc on alimente les investisseurs pour rétribuer leurs investissements avec des tarifs sur la production elle-même et les surplus de production dans le cas des panneaux solaires. Ok. Et alors, à Bruxelles, pour les éoliennes, ce sont des certificats verts. Pourtant, on savait qu'il y avait un problème avec ça, on a continué. Bon, les éoliennes, avec des prix qui sont souvent plusieurs fois supérieurs au prix normal du marché. Et à Bruxelles, on continue avec les certificats verts. Le ministre écolo qui est là, il continue. Et j'ai appris il y a quelques jours que ma facture, si j'habite à Bruxelles, va monter de 50 € parce on va augmenter les montants des certificats verts. Voilà, enfin bon. Donc, il y a un problème. Alors, seul le gaz, en fait, peut être... Donc, on faut adosser au réseau.
Mais seul le gaz et le nucléaire, éventuellement, peuvent être les garants, les sous-jacents de cette construction. Parce qu'on produit sans prix et on produit quelque chose qui ne sert à rien. La preuve, on le voit très bien sur le prix du marché. Hein, j'ai dessiné, mais je vais le montrer sur le... Voilà, le prix du marché. Voilà le prix du marché, donc, qui est devenu un système de trading. Hein, donc, on fait aussi du trading. Alors là, halte là, il y a du trading. C'est dangereux. Et donc, le prix du marché, vous voyez ici, j'ai pris ça la semaine passée, et même parfois, il devient négatif. Donc, il devient négatif, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'électricité. Si un prix d'un bien est négatif, on n'en a pas besoin. Alors, ici en bas, donc, on dépend complètement du prix du gaz. Donc, le marché, c'est pour ça qu'on a eu une bulle avec la guerre en Ukraine, parce que on a créé une pénurie, hein, en arrêtant les livraisons. Et donc, ici en bas, je montre ça ici. Voilà. Si on regarde, on voit que le prix du marché de l'électricité, c'est la même chose pratiquement que le prix du gaz fois 2, parce qu'il faut tenir compte évidemment du rendement thermique des centrales au gaz. Alors, tout ça, c'est une spéculation de ce qu'on appelle l'énergiewende. Oui, je suis un peu juste, mais enfin, je vais quand même le présenter. Il y en a beaucoup qui sont venus rien que pour ça. Donc, quel était le calcul des Allemands dans l'énergiewende, qui est mal en point pour l'instant? C'est de devenir un leader, justement, dans cette technique. Donc, de développer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, surtout, donc des énergies renouvelables intermittentes. Pour ça, le but, c'était, soi-disant, satisfaire les critères de décarbonation définis par les directives de l'Union européenne, devenir le leader, ça c'est très important puisque c'est le gaz qui est le sous-jacent en fait de ces énergies, c'est devenir le leader du gaz importé de Russie en Europe. Hein. Alors, malheureusement, bon, il y a eu la guerre, hein, donc voilà, tout à coup, bon, apparemment, le problème du gaz semble être résolu, je ne sais pas par quel miracle, mais il y a eu une bulle, évidemment, du prix du gaz, donc du prix de l'électricité aussi, forcément, puisque les deux sont liés. Et alors, c'est là pour comprendre pourquoi l'Allemagne a quitté le nucléaire, qui était quand même une ressource. Si le prétexte était réduire le CO2, ben c'est celui-là. C'est parce que c'est un concurrent au gaz. Et en fait, si on a encore qu'il n'est pas un vrai concurrent, parce qu'on ne sait pas, il ne sait pas moduler sa production comme le ferait le gaz, les turbines à gaz. Mais d'autre part, si on a du gaz et du nucléaire, ce qu'on avait jusque début des années 2000, on avait très peu de... Eh bien, ça marchait très bien. On avait un prix qui était beaucoup plus bas, et donc ça aurait marché. Et donc, c'est évidemment un obstacle à la spéculation de l'Allemagne. Alors, évidemment, la spéculation de l'Allemagne, elle a échoué, puisque tout le commerce des panneaux photovoltaïques et même aussi des éoliennes a été repris par la Chine. Hein. Et donc, de toute façon, là, on n'a pas gagné grand-chose. Et maintenant, avec la crise qu'on traverse, comme ils ont supprimé le nucléaire, ils n'ont plus assez d'électricité, ils ne peuvent plus exporter d'électricité. Alors la bulle, c'est quoi? C'est la montée inquiétante de toutes ces éoliennes et des panneaux solaires. C'est peut-être moins grave, bien qu'on en voit dans les campagnes maintenant des fermes solaires, etc., qui prennent beaucoup de place. Et on voit donc la bulle ici, c'est la bulle des prix. Hein, on voit donc la montée énorme des prix. Donc il y a en vert, c'est le prix du gaz, parce que c'est lui qui fixe le prix de l'électricité. Donc c'est ce qu'on appelle le prix du marché. Et alors en rouge, il y a tout ce qu'on doit payer, évidemment aux intercommunales aussi, qui sont assez avides aussi d'argent en Belgique. Et donc on voit que à partir de 2012 pratiquement, au moment où on a arrêté d'ailleurs Fukushima, il y a eu la crise avec Fukushima, crise nucléaire, l'Allemagne a énormément poussé les renouvelables et on est arrivé à ce que aujourd'hui on est passé avec le gaz qui a monté à un moment donné, mais tout le reste, toute cette montée-là, c'est ce qui est en vert, hein, c'est en rapport avec les puissances des énergies renouvelables. Donc en vert, on a les énergies renouvelables et les surcharges réseau et autres sont en rouge. On voit les deux courbes sont pratiquement corrélées. Donc la montée, c'est ça qui est responsable en fait de la bulle. C'est pas en fait la guerre en Ukraine. Hein, la guerre en Ukraine, c'est un phénomène additionnel qui a fait monter le prix du gaz. Mais la vraie cause, c'est évidemment cette montée d'énergie renouvelable. Alors on peut le voir ici aussi, enfin j'ai plus beaucoup de temps, donc l'évolution du prix de l'électricité ici à Bruxelles, par exemple, Sibelga, hein, qui est
le fournisseur ici, on voit que pratiquement la courbe c'est la même que celle de la croissance des énergies renouvelables qui est ici à gauche. Alors on voit ici la bulle en fait des puissances. En fait c'est une bulle de puissance, hein, en vert tout ce qui est renouvelable intermittent, et le résultat, donc on voit en fait qu'il y a une bulle énorme, on a doublé la capacité, mais en réalité on n'a pas produit plus. Hein, ici ça c'est la production, on voit même que la production a diminué, elle est revenue au niveau qu'on avait en 2000, elle a diminué aussi parce qu'on a supprimé 2 réacteurs nucléaires déjà. Donc l'année prochaine elle va aussi réduire, elle va aussi diminuer. Alors ici on a donc les productions de CO2 puisque c'était ça en fait la justification de cette politique. On voit que la France elle est tout en bas parce qu'elle a en orange ici parce qu'elle a beaucoup de nucléaire, hein, elle n'a pas encore tellement. Et l'Allemagne, en fait, qui est, je ne sais pas où elle est pratiquement au niveau du monde. Hein. L'Allemagne est au niveau, je ne sais pas si on peut le voir là, je regarde, je crois que c'est ça, oui. On est au même niveau du monde. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, elle a dû remplacer évidemment son gaz déficitaire par du charbon. Le nucléaire n'est plus là non plus. Donc il y a un vrai problème. Alors pourquoi est-ce que c'est un shadow banking? Moi ce que je dirais, c'est un shadow banking parce que c'est un financement qui n'a pas besoin de banque et de passage en bourse. Ça se passe très simplement. On va prendre dans la facture, dans les factures des gens, puisque les tarifs feed-in, c'est ça. On prend dans les factures. Ce sont évidemment les gens qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques, par exemple, hein, puisque les autres ne payent plus grand-chose. Enfin, ça a changé, hein, je sais bien, c'est peut-être un peu noir et blanc. Mais on prend dans les factures. Alors, on apprend, par exemple, qu'on va mettre toutes ces éoliennes, éoliennes surtout, ont besoin de elles sont loin des centres dans les campagnes, donc on doit construire des interconnexions, des pylônes, vous en voyez un peu partout, hein. Et on doit construire, ce que vous avez peut-être entendu parler, la boucle du Hainaut, le Ventilus en Flandre, etc. Il y a beaucoup de résistance, le principe NIMBY s'applique, hein. Mais là, on a trouvé une astuce, l'Europe a déclaré ça d'intérêt public. Donc c'est d'intérêt public, ça ne l'est pas du tout, bien entendu, puisqu'on a vu que on a doublé la capacité, on a moins produit, et le CO2 n'a pas diminué. Donc ça n'est certainement pas d'intérêt public. Et tous ces lourds investissements sont financés en principe par le Green Deal. Je ne suis pas très sûr comment ça va se passer. Donc les investissements qui coûtent très cher, on estime à 800 milliards d'euros les investissements dans les éoliennes offshore au niveau de l'Europe, 800 milliards, vous vous rendez compte. Le Green Deal, c'est 1000 milliards d'euros qu'on va injecter, donc énorme inflation qu'il va y avoir, pour des trucs qui finalement ne répondent pas à ce qu'on attendrait d'eux, puisqu'on produit très peu et qu'on ne produit pas à temps. Alors voilà, donc ici je liste un peu les comptes. Par exemple, un des grands problèmes, c'est que on a créé donc une bulle des factures. Elle va peut-être s'écrouler parce qu'on arrive déjà, pour moi, à une limite. Il y a déjà des signaux qui montrent, par exemple, parce que investir dans les éoliennes, ça devient un problème donc, déjà la bulle photovoltaïque, elle va probablement exploser. Je crois qu'on voit déjà que les vents ont diminué parce qu'on a réduit donc les rémunérations. Les sociétés qui fabriquent des éoliennes sont en difficulté. Siemens Gamesa, par exemple, ils ont même arrêté leur production. J'entendais que les Suédois ont d'énormes problèmes. Les Suédois qui ont beaucoup de nucléaire aussi. Éventuellement, l'éolien, ça peut marcher quand on a de l'hydraulique, mais en Belgique, on n'en a pas. Donc, voilà. Donc, ce qui est grave, c'est que ça contribue à augmenter les prix par rapport. Donc, le niveau d'endettement explose aussi. En Belgique, il y a énormément de gens qui doivent être soutenus pour payer. Je crois qu'avant la crise d'Ukraine, il y avait déjà 400 000 ménages qui avaient des aides publiques. Aujourd'hui, je pense que ça dépasse le million, parce qu'ils ne savent plus payer leurs factures. Bon, les factures sont un peu descendues parce que le gaz est mais ça ne change rien au fait que ce sont les panneaux solaires et les éoliennes qu'il faut monter le prix. Donc, on a une très forte inflation aussi aux États-Unis, avec un mécanisme un peu analogue qui s'appelle l'IRA. C'est pas le Irish Republican Army, c'est Inflation Reduction Act.
Et donc, en plus, on est en train de penser au retour au protectionnisme. C'est ça que l'Europe voudrait faire, parce que toutes ces industries ont été reprises par les Chinois, et probablement on risque la même chose avec les voitures électriques. Hein. C'est probablement ce qui va se passer, je n'en parle pas ici, mais c'est peut-être une des prochaines bulles, qui peut-être ne va même pas démarrer. Voilà. Je voudrais terminer ici. Voilà. Si vous êtes intéressé par ça, vous pourrez consulter sur cette partie-là de nombreuses publications que j'ai le mérite d'avoir écrites. Ok, alors il y a aussi, vous avez des données réseau qu'on peut consulter. Donc tout ce que je dis n'est pas une invention. Je crois que c'est tout. Alors bon, à la fin, on peut laisser ça peut-être pour le débat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, les enseignements, c'est que c'est très proche d'une escroquerie, hein, dans beaucoup de cas, je dirais, peut-être pas tout. Par exemple, bon, là, le canal de Panama, c'était pas au départ une escroquerie, parce que c'est un projet réel qui a été achevé par les États-Unis, d'ailleurs, en 1914, hein, au début de la guerre, et qui a beaucoup rapporté après, sans spéculation. Mais bon, donc, alors les technologies modernes créent un terrain favorable à des opportunistes pour spéculer et passer en dessous des régulateurs qu'on ne consulte pas. Par exemple, pour la finance en Belgique, en France, c'est l'autorité, la SEC, l'autorité des marchés financiers en Belgique, c'est la Federal, je ne sais plus ce que ça veut dire, j'ai noté quelque part, enfin, c'est l'autorité des marchés en Belgique, FSMA, je ne sais plus, des marchés, ça c'est en français, je crois, oui. Et du côté du marché de l'électricité, il n'y a aucun contrôle non plus. On ne demande pas aux régulateurs, hein, s'il est d'accord qu'on installe des éoliennes à droite, des fermes solaires à droite à gauche, on ne demande pas. Il n'y a aucun contrôle. Et là, c'est l'Europe, en fait, qui est devenue complice quelque part, ou certaines parties de l'Europe, d'une énorme spéculation qui est en train de ruiner l'Europe, à mon sens, hein, en créant une énorme infraction et peut-être des mécanismes de protectionnisme. Donc les victimes ne sont pas seulement les spéculateurs, mais très souvent, parce qu'il y a beaucoup de montants énormes qui sont perdus, qu'on aurait pu mettre dans d'autres choses. Hein. Et en autre chose, par exemple, que des aides sociales. Il n'y avait pas besoin de mettre ça dans des aides sociales. On aurait pu créer d'autres choses. Et donc, ils sont punis aussi ceux qui n'ont pas spéculé. Voilà. J'espère qu'il y aura assez de temps pour les nombreuses questions.